Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc, en dehors de toutes les difficultés techniques qu'il peut y avoir à concevoir des circuits microscopiques et même nanoscopiques à l'échelle de l'atome, avec des structures précises, des systèmes de contrôle, etc., il y a deux contraintes principales qui existent. La plus importante concerne la décohérence quantique. Alors, c'est un processus où des objets quantiques perdent leurs propriétés quantiques suite aux interactions avec l'environnement. C'est-à-dire les collisions avec les molécules d'air, avec les photons ambiants, lumière, et même les ondes radio, et même le rayonnement cosmologique fossile. Ainsi, on voit disparaître l'intrication quantique et les superpositions quantiques. Et un qubit se transforme en simple bit. Comme si l'environnement mesurait le qubit. Et on peut vraiment parler d'un processus tout à fait analogue au processus de mesure. Si ce n'est qu'ici, il est inopportun, puisque si c'est pendant tout le processus quantique, avant les mesures de résultats, c'est évidemment pas le moment de faire des mesures, et en plus, ces mesures par l'environnement, on n'a pas accès aux résultats. Et le processus est d'autant plus rapide que le système est gros. On ne voit jamais une chaise dans un état de superposition quantique étant à deux endroits en même temps. Et le processus a lieu également pour des objets plus petits comme des poussières et même de grosses molécules subissent une décohérence rapide qui ne dure qu'une fraction de seconde. C'est donc un processus extrêmement répandu. Et dans un système de calculateur quantique, on n'a pas une particule isolée, telle qu'un électron ou un photon. Il y a tout un dispositif autour d'elle, avec des systèmes semi-conducteurs, des systèmes de contrôle, etc. Et le système n'est pas si petit que ça. Une manière de se protéger de ce phénomène est d'isoler au maximum les qubits et de travailler à très basse température pour éviter les perturbations de l'agitation thermique et du rayonnement thermique. Mais qui dit isolement, dit aussi impossibilité de contrôler les qubits. Il faut laisser la possibilité d'interagir avec le qubit pour le manipuler, pour faire les calculs quantiques. Ces exigences sont donc contradictoires, d'où la source de grandes difficultés pour la conception des calculateurs quantiques. Une autre approche actuellement étudiée, et qui est très prometteuse, est la restauration des propriétés de cohérence quantique à l'aide de qubits complémentaires. Les progrès dans ce domaine sont actuellement très importants. On peut aussi utiliser une redondance de l'état quantique, profiter par exemple des caractères grégaires des bosons pour rendre plus robuste l'état du qubit. Donc des solutions existent, elles ne sont pas faciles et elles sont en cours d'étude. L'autre contrainte est la difficulté de conception des algorithmes quantiques. L'algorithme de Shor, c'est un petit exploit. C'est même été le premier algorithme dans ce domaine, et c'est très difficile à concevoir de tels algorithmes. Ça ne se programme pas comme un langage de programmation classique, comme du BASIC ou du langage C. Ainsi, outre le petit nombre de qubits le petit nombre d'entrées de bits d'entrée et de sortie, on est contraint par les propriétés de la mécanique quantique. En particulier, le théorème de non-clonage qui interdit la copie des qubits dans quelque opération que ce soit. Et la copie d'un élément dans une variable ou dans une autre, c'est c'est un élément central de pratiquement tous les langages de programmation. Des langages de programmation avec des variables qu'on peut manipuler mais pas copier, c'est jamais facile. C'est très difficile de concevoir des langages comme ça, et des langages qui seraient utilisables par des humains, de manière plutôt intuitive. C'est très difficile. Ce sont des difficultés purement informatiques. Alors, nul doute que des langages de programmation adéquats, des boîtes à outils et des librairies pour informaticiens,
et des outils d'aide à la conception verront le jour en temps voulu. Déjà actuellement, on trouve sur Internet des simulateurs quantiques, des simulateurs de qubits et de portes logiques quantiques, donc il n'y a pas un véritable ordinateur quantique derrière, mais un programme qui simule le comportement de la mécanique quantique et des qubits et des portes logiques quantiques, et qui permet de s'essayer à des algorithmes quantiques. Ceci afin de permettre à des passionnés de se faire la main. Et ça, c'est presque un prélude à la naissance de véritables spécialistes qui alors suivront une formation universitaire, auront acquis un certain nombre de connaissances et apporté un certain nombre de connaissances. Certains auront mis en avant leur talent, et ces personnes, à court terme, seront ceux qui concevront les algorithmes, les langages de programmation appropriés, les librairies, et ainsi que des outils de conception assistés par ordinateur. Et ça, c'est l'avenir à court, si peut-être pas tout à fait à court terme, mais pas loin non plus, en moyen terme, on va dire. On commence déjà à voir des annonces de systèmes de calcul quantique un peu plus sérieux que ceux que j'avais cités. Et il est certain que d'ici 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être maximum, on verra des systèmes de calcul quantique beaucoup plus efficaces, et tout ce qui entoure va suivre. C'est donc un avenir assez proche qui se profile. Voilà, donc on termine ici avec cet exemple d'application, et nous terminons notre série sur le spin avec cette vidéo. Je vous remercie.